Tout d'abord, je tiens à remercier et à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont accepté de participer à cet atelier. L'atelier d'aujourd'hui s'inscrit dans la programmation scientifique de la Maison des sciences de l'homme de Bordeaux, qui est une unité d'appui et de recherche du CNRS, sous la tutelle de l'Université Bordeaux et de l'Université Bordeaux-Montaigne. La mission de la Maison des sciences de l'homme de Bordeaux est de promouvoir l'interdisciplinarité, non seulement entre les sciences humaines et sociales, mais aussi entre les sciences humaines et sociales et les sciences de la vie et les sciences de la Terre. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des activités du troisième axe de recherche de la Maison des sciences de l'homme, qui est consacré aux humanités évolutives. Et l'un des objets de cet axe est de s'interroger sur la notion d'humanité à travers un éventail d'approches allant des sciences sociales aux arts, à la biologie. Cet atelier, comme je le disais au début, donc, est à plusieurs égards un atelier expérimental. D'abord parce qu'il inaugure donc les activités de l'axe 3 avec un rayonnement international. Ensuite, parce qu'il réunit des disciplines, philosophie, politique, archéologie, paléanthropologie, primatologie, qu'il est très rare de pouvoir réunir autour d'une table. Et enfin, parce qu'il s'agit, je crois pas me tromper, de la première tentative de repenser le concept de servitude volontaire, qui est un concept inventé il y a 5 siècles par un juriste bordelais et qui est devenu un classique de la philosophie politique, de le réinterpréter, de le relire à la lumière des questions étrangères au champ de la philosophie politique. Stefano Visentin, qui est à côté de moi, expliquera mieux que moi la genèse de cette rencontre qui poursuit et prolonge la réflexion d'un groupe de chercheurs, de philosophes, notamment philosophes politiques et historiens de la pensée politique, une réflexion qui a été entamée il y a quelques années sur la servitude volontaire. Je voudrais simplement ici mentionner un point en particulier. La dimension éthologique de la servitude volontaire que nous essayons ici d'explorer à travers cet atelier a aussi et avant tout un fondement philologique. En effet, dans son traité, la Boétie fait souvent référence à l'éthos, il appelle la coutume. Et il fait référence à l'éthos comme une seconde nature. Dans un passage en particulier de la servitude, du discours de la servitude volontaire, il prend comme exemple la domestication du cheval. Et dans ce passage, la Boétie fait dialoguer l'éthologie humaine et l'éthologie animale. Contrairement à l'homme, écrit la Boétie, la servitude volontaire est pour le cheval une seconde nature fondée sur une mémoire de l'espèce transmise de génération en génération. Je cite la Boétie. Ils disent, les chevaux, qu'ils ont toujours été subis, que leurs pères ont ainsi vécu. Ils pensent qu'ils sont tenus d'endurer le mal. Peut-être la Boétie utilise-t-il le monde animal comme une simple métaphore du monde humain. Peut-être aussi pense-t-il que la servitude volontaire, en tant que seconde nature, est une règle de comportement qui s'applique également aux sociétés non humaines. Nous ne savons presque rien, disons pratiquement, nous ne savons rien de ce que la Boétie pensait de l'intelligence animale, mais cette seconde hypothèse, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle la servitude volontaire s'applique aussi au monde animal et que nous ne pouvons pas écarter, rend légitime une approche naturaliste de la servitude volontaire. Si c'est sans doute la première fois que la servitude volontaire est relue à la lumière de l'éthologie, ce n'est pas la première fois, en revanche,
que les éthologues font appel à des catégories issues de la philosophie politique. En 1982, le primatologue néerlandais Frans de Waal, dans un ouvrage qui ensuite a été largement discuté, qui s'intitule Chimpanzee Politics, a exprimé l'hypothèse selon laquelle l'intelligence naît de la manipulation sociale, de la tromperie et de la coopération astucieuse. De Waal appelle ce type d'intelligence Machiavellian intelligence, l'intelligence machiavélique, et cite textuellement le chapitre 18 du Prince, lequel il dit ça. Il est utile, par exemple, de paraître miséricordieux, fidèle à sa parole, honnête, religieux et des lettres, mais avoir l'esprit tout prêt, s'il faut ne pas l'être, à pouvoir et savoir changer du tout au tout. C'est intéressant cette dimension philologique encore donc, dans un travail d'éthologue, parce qu'il pense que ce passage de Machiavel peut s'appliquer aussi bien aux chimpanzés qu'aux sociétés humaines. L'hypothèse de l'intelligence machiavélique a ensuite été affinée et largement discutée ces dernières années. Cependant, je ne sais pas si un écho de cette discussion entre primatologues est parvenu aux oreilles des spécialistes de Machiavel. Je doute fortement de ça. Qu'est-ce que cela aurait changé finalement si le débat des primatologues avait donc aussi été accueilli par les spécialistes, par les philosophes politiques, par les spécialistes de Machiavel? Je doute fortement qu'il aurait changé quelque chose. Probablement, il n'aurait changé rien. Mais peut-être il aurait pu stimuler une plus grande attention à la manière dont Machiavel s'intéresse, lui aussi, à l'intelligence animale et aux origines animales de la société humaine. Par exemple, Machiavel développe un regard comparable à celui d'un paléanthropologue lorsque, au début des discours sur la première décade de Tite-Live, il décrit les principes défaillants de l'humanité et qui, je cite, pour mieux se défendre, se rassemble en société et élit le plus fort du groupe comme chef. Ainsi, si l'on suit Machiavel, l'intelligence machiavélienne conduit à la construction d'une hiérarchie et donc inévitablement à la servitude volontaire. Nous verrons peut-être aujourd'hui si ces hypothèses, l'hypothèse de la Boétie et l'hypothèse de Machiavel aussi. Alors, on pense toujours que la Boétie a pompé chez Machiavel, qu'il a copié en partie chez Machiavel, bien, donc peut-être qu'on peut reconstruire, mais ce n'est pas ici le lieu. Nous verrons peut-être ici ces hypothèses formulées par des hommes du XVIe siècle avec un appareil mental, avec une dimension cognitive donc, qui est celle d'un homme du XVIe siècle, ont encore un sens peut-être pour des ethnologues et des primatologues, des paléanthropologues d'aujourd'hui. Ici, pour conclure et inaugurer notre rencontre, je voudrais souligner et encourager ce que Primo Levi définissait dans un livre magnifique qui s'appelle Il mestiere altrui, comme les invasions de terrain, les incursions dans des métiers d'autrui, les braconnages dans les terrains des chasses réservées, qui constituent une exception dans notre métier et qui devrait en réalité être la règle de fonctionnement de toutes les sciences qui ont en commun le social et l'humain. Ben voilà, je vous remercie et je donne la parole.